التشريف الطاقم الإداري الذي حضر لافتتاح الرسمي لهذا الملتقى. Donc on remercie bien le staff administratif qui était là présent pour annoncer l'ouverture solennelle de ce webinaire hybride. On va entamer la première partie des travaux, c'est un atelier présentiel que les organisateurs vont faire appel à quelques communicants qui vont communiquer présentiellement avant de partir sur le travail online. Donc, je laisse la parole à l'administrateur du webinaire pour essayer d'organiser les choses comme il le doit. À vous la parole, cher Aïd. Donc sans plus tarder, on fait appel à la communicante, Amouri Raja, pour passer au pupitre afin de présenter la communication.
Je me présente Amoury Raja, doctorante à l'université Constantine III, option gestion des villes et d'urbanisme. D'abord, je tiens à remercier l'université de Guelma de m'avoir offert cette précieuse opportunité pour participer à ce webinaire international. Mes remerciements aussi vont également au Monsieur le Président du comité scientifique, le professeur Altma Jamel, et à tous les membres. On dit souvent avoir un toit est un droit. Ce droit doit être respectueux et qui répond d'une façon ou autre aux exigences de demain. Mon intervention d'aujourd'hui se portera sur le premier axe du webinaire intitulé « L'importance des espaces publics dans la qualité des logements collectifs », prenant la commune d'El-Khoroub comme cas d'étude. Un peu partout dans le monde, la concentration des populations dans les villes s'accélère. Face à ce phénomène, les enjeux sont immenses. Ils ont pour nom d'une part l'accès à un logement décent, la lutte contre la pauvreté, l'éradication de l'habitat précaire, la prévention des catastrophes naturelles et d'autre part le maintien de la sécurité publique, car cette exposition universelle est une opportunité intéressante. En Algérie, l'armature urbaine a connu au cours des 10 dernières années une expansion sans précédent à la faveur de l'importance des programmes de logement, d'équipement et aussi des espaces publics qui ont été réalisés. Après le défi de la quantité, une nouvelle étape est aujourd'hui amorcée, celle de la qualité. Il s'agit de garantir aux citoyens une meilleure ville dans une meilleure ville, une meilleure vie dans une meilleure ville. Le sujet de notre étude est un sujet d'actualité. Des séminaires semestriels, des workshops annuels autour de la qualité d'habitat. L'enjeu de la qualité a déclenché en 2019 par la crise sanitaire du Covid-19. C'est pourquoi nous avons choisi l'étude de la qualité de logement pour adapter le logement aux enjeux de demain. Notre étude d'analyse constitue une étape essentielle dans le processus de la conception urbaine.
Elle permet de décomposer l'espace urbain et de définir clairement l'importance des espaces publics dans la qualification des logements, ainsi le degré de satisfaction et du confort des usagers. C'est une sorte de diagnostic nécessaire pour bien la détermination des critères de la qualité du logement à l'échelle environnementale. Ceci nous amène à poser le questionnement suivant. Quelle est l'importance des espaces publics et leur impact sur la qualité de l'habitat à travers la satisfaction des habitants dans la commune d'El Khoroub? Pour rendre la question de notre recherche observable, nous procéderons à l'opérationnalisation du problème, c'est-à-dire transformer la question en hypothèse. Pour notre question de recherche, nous énonçons l'hypothèse que les espaces publics, un critère indispensable dans la qualification des logements, ainsi le degré de satisfaction et du confort des usagers. Notre étude a pour objectif de répondre aux questions de recherche et se manifeste sur une base épistémologique et un choix méthodologique. Et pour le cas de notre étude, nous avons basé sur une approche expérimentale et autres phénoménales, ainsi l'observation, l'analyse sur terrain et l'enquête. De nombreuses recherches et méthodes d'évaluation à travers le monde ont été étudiées. Les critères d'un logement de qualité est restreint dans la pensée des Canadiens. Ils sont limités à l'intérieur du logement. En avril 2023, une évaluation de haut niveau de la qualité de vie globale au Canada, fondée sur les statistiques tirées de l'enquête canadienne sur le logement et du recensement de la population, 2 normes de qualité du logement sont définies comme suit. Un logement de qualité, c'est un logement qui ne nécessite pas une modification et réparation et qui contient un nombre suffisant de chambres pour toute la famille. Un logement abordable, c'est l'usager dépense moins de 30% sur son revenu aux frais du logement. Chacun a son propre définition des éléments de confort. Selon l'architecte Leclerc, un logement de qualité et de confort se représente aux logias, aux espaces verts. Ce sont en général des espaces extérieurs. Le loggia, les espaces verts et ainsi les balcons. Ainsi, en 2016, et d'après Pinson, la conception du logement devra apporter une organisation, une importance des volumes, ainsi une articulation de l'immeuble à l'espace public. En revanche, un trio de chercheurs algériens disent en 2005 que les espaces publics jouent un rôle important dans le bien-être de l'individu. Ils sont un élément fondamental du milieu urbain et de l'aspect architectural et esthétique de l'environnement bâti des villes. Ces espaces contribuent au développement des relations sociales et sont même un élément de la cohésion sociale. Les débats d'idées montrent à quel point les exigences en matière de production de logements tendent vers plus de qualité. Élus, techniciens, aménageurs, promoteurs, constructeurs, paysagistes, les architectes, tout conjugue les efforts en faveur de logements neufs, adoptés, économes, respectueux de l'environnement comme des occupants. Pour que notre étude prenne corps, nous avons souhaité trouver un site dans toute la wilaya de Constantine où le problème se pose réellement aujourd'hui. Simultanément à des projets en cours, notre choix s'est porté sur la ville de Constantine. L'étude est réalisée Elle est considérée comme le second pôle d'urbanisation après la ville de Constantine et bénéficiant de riches potentialités agricoles et industrielles et son relief relativement plat fait d'elle une ville apte à l'urbanisation ainsi que le transfert de surplus de population venant de Constantine. L'étude est réalisée sur la cité sans logement LPA à Ain Hez. Les habitants, c'est des propriétaires et des locataires de différentes couches sociales venus de la ville de Constantine.
Comme on peut voir sur les figures, la zone d'étude est un site vierge des espaces verts. Il est un peu éloigné du centre. La zone est en cours de construction. Ce qui concerne les infrastructures, les habitants souffrent du manque de réseau trafic à Inhas. Les moyens de transport paraissent presque inexistants. Le stationnement des véhicules des résidents est disponible devant les immeubles seulement. Pas de parking, manque des emplacements pour parking collectif public ou privé. Cette partie de notre étude dresse l'analyse des espaces publics existants à travers le degré de satisfaction et le bien-être des usagers dans leur espace habité. On constate que les habitants sont insatisfaits de leur logement LPA à cause du manque des espaces publics. 40% des habitants sont insatisfaits de l'état des voiries, plus de 28% c'est des aires de jeu et environ 23% des espaces verts. L'analyse bivariée montre que les habitants manquent de confort, plus de 50% à cause d'espaces verts et plus de 50% à cause de l'absence des aires de jeu. Plus de 50% des habitants ne sont pas satisfaits de la qualité de leur logement. Cela signifie que la qualité des logements n'est plus restreinte dans la surface des pièces, mais plutôt dans des critères qui facilitent la vie des habitants et la sensation du confort et du bien-être. Une bonne ville, c'est la ville qui offre à ses habitants un meilleur cadre de vie, de confort et de bien-être. Elle devait renforcer la cohésion sociale et édifier le capital social et garantir la participation, la gestion, l'entretien des espaces publics. Pour le cas de notre étude, Inhas souffre de manque total des espaces publics. Ainsi, les aires de jeu sont délaissées et non traitées. Et par conséquent, une cité quasiment résidentielle, la négligence du paysage, l'absence du vert et le non-traitement des aires de jeu. À la fin, voici quelques recommandations. Il faut organiser spatialement l'extension de la commune d'El Khroub, améliorer les conditions d'habitat et revoir les critères de qualification des logements, évaluation régulière et durable après l'occupation des logements par les usagers, faire une étude étatique approfondie par laquelle, si la conception des cités répond aux besoins des habitants. Pour conclure, nous disons que même si le logement d'une politique volontariste est une solution pour faire sortir les logements de leur crise, ça n'empêche pas de faire des études plus approfondies, larges, multidimensionnelles, complexes et plus techniques. La qualité des logements ne peut pas être réduite à la définition d'un simple critère traditionnel, commençant par les coûts, qualité architecturale, urbaine et environnementale, fiabilité, délai d'acquisition, participation des citoyens dans la réalisation des logements, ainsi l'aménagement extérieur des espaces publics. Au-delà, nous pouvons affirmer notre hypothèse que les critères de satisfaction ne se confinent pas à la surface et l'espace intérieur des logements, mais plutôt des espaces publics jouent un rôle très important dans la qualification des logements. Je vous remercie. Voilà, merci Madame, on vous remercie sur cette intervention très intéressante qui cadre dans le sujet. Elle essaie à travers une investigation sur un cas d'étude de la ville d'El Khroub à annexer à l'agglomération constantinoise pour nous éveiller sur une situation que la qualité du logement n'est pas seulement la qualité des pièces ou surfaces intérieures, mais c'est beaucoup plus l'ambiance extérieure, c'est-à-dire elle confirme qu'habiter l'espace, c'est à deux niveaux, habiter indoor et habiter outdoor. Habiter outdoor, c'est aussi à ces critères et ces caractéristiques pour assurer le bien-être de l'usager. Donc ce sont là les éléments sur lesquels a tourné la communication de Madame Amouri Raja, qui est docteur à l'IGT de Constantine. Donc on vous remercie, on vous souhaite une bonne réussite, un bon courage. Merci Madame. Donc on fait appel à Madame Oulad Diaf Amira pour nous communiquer sa communication
Donc, Oula Diaf Amira, elle est aussi docteur. Elle a été formée ici à l'université de Guelma. Elle est associée aussi au département d'architecture de l'université de Guelma. Donc, l'intitulé de la communication est donc, l'intitulé de la communication, la tour avant, un dispositif de refroidissement au service du bien-être des gens de Masdar City. Oui. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Donc, je me présente, c'est Dr Oula Diaf Amira. Je participe à cet événement scientifique à travers cette intervention intitulée La tour avant, un dispositif de refroidissement au service du bien-être urbain, exemple de Masdar City. Ma présentation va être structurée de la façon suivante. Une introduction, après on passe à une définition simple du tour avant et la présentation de l'exemple étudié qui est la ville de Masdar à travers les principes de conception, les solutions écologiques et les techniques de rafraîchissement utilisées. Puis on passe à la tour avant de Masdar City et on va conclure par une conclusion. Donc, comme introduction, le changement climatique observé à l'échelle mondiale entraîne une augmentation de vagues de chaleur dans les villes et les agglomérations. L'effet de serre dû aux activités humaines constitue la principale cause de ce réchauffement climatique. L'absorption du rayonnement solaire par les surfaces... Madame, rapprochez-vous au micro. Oui. L'absorption du rayonnement solaire par les surfaces imperméables et leur faible albédo, le manque des espaces verts, la circulation de l'air réduite en raison de la densité du milieu de bâti et le dégagement de chaleur de l'industrie et de la circulation routière contribuent à l'apparition du phénomène des lots de chaleur urbains. Par définition, ce phénomène est défini par la surchauffe en ville, d'où la température de l'air est plus chaude de plusieurs degrés par rapport à sa périphérie végétalisée. En effet, les chaleurs caniculaires constituent une contrainte extrême pour le bien-être et la santé des citadins, en particulier les personnes âgées et les jeunes enfants, en causant du stress thermique ainsi que des risques de pollution. De cette situation, le rafraîchissement des espaces urbains est une nécessité primordiale pour la santé et le bien-être de la population. Cela peut se faire à l'aide de plusieurs techniques et dispositifs de refroidissement qui permettent d'améliorer le confort des usagers. À travers plusieurs techniques de rafraîchissement qui sont premièrement la création des îlots de fraîcheur ou bien la végétation qui permettent la réduction d'humidité excessive, le captage et le stockage du carbone, la réduction de la température de l'air et le rafraîchissement de l'air et par conséquent l'amélioration des conditions de confort et de la qualité de vie. Ensuite, les plantes d'eau qui peuvent naturellement modifier le microclimat urbain par effet d'évaporation, ils participent à fournir des températures locales fraîches. Ensuite, la tour avant aussi c'est une technique de rafraîchissement et une solution passive d'amélioration du microclimat urbain en pleine période de canicule. Elle est une moyen de réduction de la pollution de l'air en prenant comme exemple la tour avant de Masdar City. Donc, ce travail se base sur la formulation de deux questions. Première question, c'est quelles sont les principales significations du tour avant et son mode de fonctionnement. La deuxième, c'est comment la tour avant de Masdar City peut participer à rafraîchir la ville et améliorer le confort urbain tout en restant dans les schémas plausibles de la gestion énergétique. Donc, par définition, les tours avant, ce sont des dispositifs destinés à capter le vent et à augmenter sa pression pour obtenir un air frais, moins poussiéreux et moins humide. Le capteur fonctionne par la différence de température entre le vent et l'air intérieur. Le vent pénètre par le capteur situé en hauteur pour descendre aux espaces de vie permettant ainsi leur rafraîchissement. Ce système d'architecture traditionnelle est amélioré par l'ajout des vases d'eau dans la tour qui participent à l'humidification de l'air sec. Donc, les tours avant, de par l'effet de tirage thermique naturel, favorisent l'apport d'air frais, son rafraîchissement et parfois son humidification. Ensuite, l'évacuation de l'excès de chaleur interne. La première apparition historique des tours avant
remonte aux plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Le plus grand nombre de touravans se trouve en Iran. Ce concept devrait attirer l'attention du monde entier. Prenons comme exemple le stade international Khalifa au Qatar, qui a été équipé d'une énorme tour avant pour abaisser la température sur le terrain et dans les tribunes, ainsi que l'exemple du tour avant de Masdar City qui sera notre exemple d'analyse. Pour présenter la ville, Masdar, c'est une ville écologique de l'émirat d'Abu Dhabi. Elle est située dans un coin de désert de la ville d'Abu Dhabi, à proximité de son aéroport international. Elle s'étend sur une surface de 6,5 km². La spécificité de cette ville est la volonté d'être alimentée à 100% par des énergies vertes. Elle est à vocation expérimentale dans les domaines des énergies renouvelables, des transports propres et de la gestion des déchets, dans le but de devenir la première ville au monde qui a été construite pour une vie sans émissions de carbone et sans déchets. Les principes de conception utilisés dans cette ville, c'est dans un environnement d'où les conditions climatiques sont difficiles, qui est le désert. Les concepteurs de cette ville ont pu prendre en compte les fortes chaleurs, qui atteignent jusqu'à 51 degrés en été, et les tempêtes de sable. Pour cela, la ville est conçue suivant un plan carré de style traditionnel, entouré de murs destinés à la protéger des vents chauds du désert. Les concepteurs ont rétréci les espaces entre les immeubles de par l'adoption des ruelles étroites, orientées dans le sens du vent dominant sur un axe sud-ouest, fournissant leur ombrage au fil de la journée pour qu'elles soient fraîches dans ce climat chaud et aride. Le tissu urbain de Masdar est très dense et compact, de façon à diminuer les surfaces exposées aux grandes chaleurs et à obtenir plus d'ombre, que ce soit sur les ruelles ou bien sur les habitations, afin de créer un courant d'air fraîche. Les solutions écologiques utilisées. L'écologie est au cœur du projet Masdar. La ville se concentre sur la durabilité environnementale en optimisant des ressources naturelles, dont les principales solutions adoptées sont les suivantes. La première solution, c'est la gestion de l'énergie, où les habitations sont construites en pisé, qui est un matériau de terre, et dotées de moucharabia. Donc, ils ont adopté l'interdiction des véhicules roulants à partir d'énergie fossile et ils utilisent d'autres types de transports durables. Les énergies renouvelables sont le mot d'ordre de ce projet, qui cherche à maximiser l'utilisation de photovoltaïque et de l'énergie éolienne. La deuxième solution, c'est la gestion du transport. Masdar est une ville sans voiture. La mise en place d'un système de transport propre, à haute efficience énergétique et sans émission de gaz à effet de serre va être mis en place à travers des tramways et des mini-voitures qui se déplacent automatiquement à la demande selon une voie définie. La marche à pied et le vélo sont aussi privilégiés comme moyens de transport propre. Les deux autres solutions écologiques sont la gestion des déchets à travers l'adoption d'un central de recyclage de déchets et la gestion de l'eau qui implique le recyclage des eaux usées pour l'irrigation et l'adoption d'un système de récupération des eaux pluviales installé au cœur de la place centrale de la ville. Les techniques de rafraîchissement utilisées dans la ville, face aux contraintes sévères du climat aride et très chaud de cette région, les concepteurs ont réfléchi à limiter la surchauffe urbaine et à améliorer le microclimat en favorisant le confort des usagers. Pour cela, plusieurs stratégies de rafraîchissement urbain ont été développées. Premièrement, Masdar a été construite sur une base de béton de 23 pieds de hauteur afin d'être exposée au maximum au vent frais. Ensuite, les architectes en charge du projet se sont inspirés des méthodes traditionnelles en utilisant des matériaux locaux, un système bâti compact et dense et des moyens naturels pour créer de l'ombre, tels que la conception de véritables ruelles débouchant sur des patios et des arcades en retrait. Il se base aussi sur la conception de 2 jardins linéaires. Ces 2 jardins, ce sont les poumons de la ville qui participent à son aération. Il offre une atmosphère merveilleuse où les habitants et les visiteurs peuvent se détendre. Le mobilier urbain utilisé dans ces 2 parcs ou bien ces 2 jardins se compose de divers éléments innovants tels que les bancs fonctionnant à l'énergie solaire et offrant une possibilité de recharge. On retrouve également à Masdar City
que les cours intérieurs et les tours avant sont utilisés dans les médinas traditionnels pour favoriser la circulation naturelle de l'air. Les courants d'air rafraîchissants traversent les espaces publics qui sont refroidis davantage grâce à l'aménagement paysager des espaces verts, de l'eau, pour augmenter le refroidissement par évaporation. La tour avant utilisée dans cette ville, en plein centre de la ville et dans sa place publique, les ingénieurs ont intégré une technique de refroidissement passif empruntée de la tradition locale avec une interprétation contemporaine. Cette technique est une tour avant d'une dizaine de mètres de hauteur, captant les flux d'air pour les refroidir. La tour avant de Masdar City constitue le point culminant de la ville grâce à son hauteur de 45 mètres. Elle est construite en acier recyclé qui lui donne un aspect plus industriel que les formes traditionnelles. Sa forme ouverte et simple permet d'expliquer son fonctionnement. Le fonctionnement de la tour. La tour capte le vent et le dirige vers la place publique située à sa base. La tour est également capable de provoquer un courant de convection lorsque l'air chaud s'élève. Cela crée un courant d'air naturel qui part du niveau de la rue et de la ville et monte jusqu'au sommet de la tour. La brise ainsi créée évacue l'air chaud de la ville et rend la place située en contrebas une aire agréable pour les piétons en été. Les rues étroites de Masdar City permettent de minimiser la quantité de rayons solaires. Le fait d'être compact et étroit signifie que la brise peut être canalisée plus étroitement. Le haut de la tour est équipé de persiennes qui s'ouvrent dans la direction des vents dominants pour les capter et ainsi les dériver vers le bas. Cela peut créer une brise qui abaisse les températures perçues dans la place centrale de plus de 5 degrés Celsius. L'air capté à 35 degrés Celsius est relâché à 28 degrés Celsius. Pour conclure, dans la ville écologique Masdar City, qui a été implantée dans le désert caractérisé par de fortes chaleurs, plus de 51 degrés en été, les concepteurs ont adopté plusieurs techniques et dispositifs de refroidissement passif qui a pour but de rafraîchir l'air et de créer un microclimat favorable au bien-être des usagers de la ville. Ils ont conçu une grande tour cylindrique située au centre de la ville. Cette tour, empruntée des tours traditionnelles, a pu améliorer le confort urbain et la qualité de vie des citadins en rafraîchissant l'air et en abaissant la température perçue d'environ 5 degrés Celsius. La tour fonctionne par effet de tirage thermique sur la base de la différence de température entre le vent et l'air intérieur. Elle capte le vent en augmentant sa pression pour obtenir un air frais, moins poussiéreux et moins humide. En cela, la tour avant de Masdar City a mis en évidence l'utilité de refroidissement passif dans l'amélioration du confort urbain en maîtrisant la gestion énergétique. Il a montré également que les techniques traditionnelles peuvent être incorporées dans les constructions modernes ou bien d'une façon moderne. Merci pour votre attention. Merci, Dr Laddiaf, sur cette communication intéressante, parce que nous savons bien, dans la littérature, il y a deux types de tour avant. Tour avant dans la maison domestique et tour avant urbaine. Donc, elle vient de nous exposer la tour avant urbaine. Donc, il a comme un exemple le concept clé de cette exposition, c'est le tirage thermique. Le tirage thermique, nous savons bien que l'air chaud monte et l'air froid descend. C'est là le principe de fonctionnement des tours avant. Si je donne des exemples d'application des tours avant, dans les maisons, on a Aoulet l'air. Ici en Algérie, l'architecte égyptien El-Meniaoui, il a conçu un quartier d'habitation individuel équipé de tours avant individuels. Et nous savons bien, c'est dans la culture persane, comme elle l'a dit tout à l'heure, Iran, la culture persane, c'était le premier qui ont inventé ces tours avant dans les maisons, parce que nous savons bien que l'Iran et l'Inde, une grande partie de l'Inde, se situe dans une région aride. C'est pour cela qu'ils étaient un peu à la recherche comment humidifier leur intérieur de maison par la création de ces tours avant avec un tirage thermique. Donc elle a bien exposé les choses et elle nous a montré que l'un des éléments de la ville durable, c'est de lui créer des éléments qui participent à refroidir l'espace urbain. Un de ces éléments, c'est la tour avant urbaine
tel que le cas de Masdar. On remercie encore une autre fois, cher docteur Blardiev, et on vous souhaite un bon courage et une bonne réussite. Merci pour l'intervenante. Donc, on enchaîne avec l'intervention de la doctorante Bouhillaï Zeynep, qui va nous présenter sa communication. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum. Respectables professeurs, mes chers collègues et amis, je suis honorée d'être parmi vous dans ce colloque scientifique sur le mobilier urbain intelligent. Je suis Bouhillaï Zeynep, doctorante en architecture durable et projets urbains à l'université de l'UMI 45 à Galma. Je vais vous présenter mon travail qui s'intitule Le mobilier urbain intelligent, un macrolith de santé et de confort urbain, critères de conception et d'optimisation du mobilier urbain. Dans un objectif de montrer son rôle et sa contribution dans la vie urbaine et le confort des usagers, ainsi les critères qui favorisent, qui influencent la réussite de la conception du mobilier urbain intelligent. Le plan de travail que nous allons suivre est le suivant: une introduction, la définition du mobilier urbain intelligent, les défis du mobilier urbain intelligent, l'apport du mobilier urbain intelligent dans la ville et au confort des usagers, les critères de conception d'un mobilier urbain intelligent et une conclusion. Je vais commencer par une introduction. La ville est un organisme vivant depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Elle naît, grandit, évolue et possède sa propre vitalité et dynamisme. Mais aussi, elle peut devenir malade. Actuellement, et face au réchauffement climatique où notre planète Terre souffre d'une dangereuse fièvre, la ville est infectée par de nombreux problèmes et maladies urbaines telles que la surchauffe urbaine, le phénomène de l'îlot de chaleur urbain, la pandémie et les maladies infectieuses, la pollution et l'insécurité.
ce qui provoque l'habitabilité et le confort des usagers de la ville. Face à ces pathologies urbaines et aux différents défis socio-économiques, environnementaux et technologiques, la ville a connu un nouveau défi et un nouveau vocabulaire urbain qui est le mobilier urbain intelligent. Cette recherche s'est appuyée sur une évaluation des cas d'études internationaux et nationaux des éléments du mobilier urbain intelligent, des espaces publics intelligents et des villes intelligentes. Tout d'abord, le concept du mobilier urbain au meuble public est étroitement lié à la croissance historique des villes. Le terme est apparu pour la première fois dans les années 1930 en Europe, comme référence aux équipements qui sont installés dans l'espace public pour une utilisation collective, un matériau à part entière de l'aménagement de la ville. Dès l'Antiquité et au Moyen-Âge, des objets destinés à faciliter la vie des citadins, bancs publics ou encore des points d'eau. À l'âge de la Renaissance, on enrichit alors le design des meubles publics avec une attention particulière au confort et à l'exigence de respect de la qualité. Au XIXe siècle, à l'introduction de la révolution industrielle, donne une impulsion à un nouveau type d'aménagement où le mobilier urbain a connu d'autres défis. Ce qui le qualifie comme un mobilier urbain intelligent. Donc, le mobilier urbain intelligent, adapté au confort des usagers, fournissant divers services et fonctions au public. Le mobilier urbain intelligent est un outil d'aménagement urbain qui peut favoriser et renforcer l'utilisation et la piétonisation de nos villes en attribuant un meilleur confort et une plus grande qualité perçue aux espaces publics extérieurs. Il contribue à l'amélioration du paysage urbain. Parmi ces défis, les bancs publics intelligents, l'éclairage urbain, les abribus et les fontaines, les jeux d'eau, les brumisateurs, les panneaux d'affichage et d'information et d'orientation, les pergolas, les auvents, les canopies et les colonnes de surveillance. Ces éléments durables ont une taille macro, petite, moyenne ou gigantesque. Plusieurs exemples et stratégies de ces objets urbains innovants ont émergé ces dernières années dans différentes villes dans le monde. Parmi eux, le banc du parc intelligent Masdar à Abu Dhabi avec un abri et un lampadaire à énergie solaire, l'abribus intelligent de la ville écologique Tianjin, la Piazza Gay à l'entrée de Porta Nova à Milan en Italie, Crowley Queen Square à Londres au Royaume-Uni et la place John Smith à Londres au Royaume-Uni sont des places publiques aménagées par des éléments du mobilier urbain intelligent. Ces objets innovants contribuent largement à l'attractivité de ces places publiques. En outre, le mobilier urbain intelligent est un levier pour concevoir la ville smart dans un contexte d'intelligence urbaine. Abu Dhabi, Amsterdam, Dubaï, Doha, Singapour sont des villes intelligentes selon le rapport Smart City Index 2023 de l'International Institute for Management Development. La connectivité, la technologie, l'économie, l'environnement, la gouvernance et la qualité de vie sont les critères majeurs de la conception de ces villes smart. Ces facteurs d'intelligence traduisent par des éléments du mobilier urbain intelligent tels que les panneaux et les systèmes de signalisation et surveillance audiovisuelle, les systèmes d'éclairage intelligent utilisant des sources d'énergie renouvelables, des systèmes de déchets solides intelligents, des abribus et des jets d'eau. Face aux différentes pathologies et défis urbains, le mobilier urbain intelligent est un levier urbain durable qui peut favoriser la connectivité, l'accessibilité, le rafraîchissement, l'ombre, l'hygiène et la santé, la gouvernance urbaine, la sécurité urbaine et la surveillance en temps réel. L'atténuation de l'îlot de chaleur urbain et la pollution urbaine. Il est un objet urbain performant d'efficacité et de sobriété énergétique, un outil de résilience face aux différents chocs. Ce rôle pivot faisant le mobilier urbain intelligent un macrolithe de santé urbaine et un levier pour concevoir la ville smart. Cette étude nous aide à développer des critères qui peuvent réussir la conception de mobilier urbain intelligent qui sont l'utilisation des énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, la forme bio-inspirée, l'ergonomie et la participation citoyenne. Pour conclure, le mobilier urbain intelligent est synonyme du confort. Il est la colonne vertébrale qui converge les différents piliers de la ville smart, l'utilisation des énergies renouvelables et des matériaux durables, l'intelligence artificielle, la forme bio-inspirée, la participation citoyenne, la conception anthropométrique, fonctionnelle et esthétique sont les critères majeurs pour réussir la conception d'un mobilier urbain intelligent. Merci pour votre attention.
on remercie Bouhlid parce que cette intervention aussi intéressante, qui a essayé de nous montrer la manière de concevoir un mobilier urbain intelligent et quels sont les critères qui participent à rendre ce mobilier urbain intelligent, notamment sa forme, son emplacement, aussi autres critères qui sont là pour rendre ce mobilier urbain intelligent. Ils vont participer certainement au bien-être de l'usager pour assurer la vie durable, smart et intelligente. Donc on vous remercie sur ça et nous encourageons. Donc on fait appel à Aidaoui. Oui. C'est parfait, Salam alaikum et bonjour, nos chers étudiants, nos chers enseignants, plutôt, nos chers étudiants. I'm Aidaoui Amina, a PhD student in the Department of Architecture, University of Galma, presenting a research in the axis of sustainability and energy efficiency entitled How Can Urban Furniture Contribute to Urban Sustainability? The global movement towards embracing urban sustainability as a means to improve quality of life in cities and address challenges by climate change is rapidly gaining momentum. In this context, the emergence of urban furniture as a central element in shaping cities with a main objective to establishing a safe, healthy and protective cities. We are adopting a comprehensive approach, combining an extensive literature review with a diverse array of global case studies, with a goal to delve deeply into the role of urban furniture and understand how urban furniture serves as a catalyst for promoting sustainable urban living and fortifying urban resilience. By reviewing different works from the last 2 decades, historically, urban furniture was a means of animation in urban spaces. It contributed to communication, to aesthetics and functionalities of a city, facilitating interactions between individuals, which shaped social life at the time. Over time, urban furniture has evolved with urban planning and architectural development. It started leveraging advanced technologies to maximize users' comfort. As it's starting to function as a renewable energy generator to reduce electricity and consumption, therefore environmental footprint to improve urban living conditions. That can be also improved by urban thermal comfort with elements as greening and water features. Urban furniture not only provided innovative services to urban dwellers, but also equips administrations with a network of sensors capable of gathering information about the frequency of users in the public spaces. The latest work showed that it can also provide safety and prevention. So these studies underscore the significance of urban furniture as an element that not only enhances safety, but also urban security.
Now we're seeing the relationship between urban furniture and sustainability, exploring the urban furniture which promotes sustainability through the selection of different showcases from all around the world. The first one, an example of smart solar bench in Belgrade that enhances public spaces by elevating the visual appealing and the utility of the furniture, outfitted with solar panels, with screens of information, and supplying power for mobility and devices. The second example, the one that promotes walkability and active transport, pass into a solar tree that works with solar energy, providing LED lighting through photovoltaic system with the aim to mitigating environmental impacts. Another example that works for or that aims to supporting green initiatives through vertical gardens, green roofs, such elements that improve air quality, offer shade, and mitigate the urban heat island. Another example, the one that promotes water management, an example which serves as a water permeable ground cover, and it enables rainwater infiltration and moderates stormwater runoffs. How urban furniture promotes recycling and waste reduction through bins and trash receptacles in public areas serves as a catalyst for responsible waste disposal and recycling, fostering a cleaner and more sustainable urban environment. Urban furniture promotes also accessibility and inclusivity. It prioritizes, it ensures that everyone, including people with reduced mobility, to participate in urban life through ramps, seats, pathways, etc. Another example of appealing furniture and comfortable public that promotes comfortable public spaces and can have a positive impact on local business and tourism, contributing to economic sustainability. Before the last example, we have public art and creatively designed urban furniture possesses the ability to mirror a city's cultural identity that invigorates the street, fostering community cohesion and encouraging gatherings. The last but not least, involving residents in design and placement of urban furniture that fosters dialogue between urban planners and residents. And as a conclusion, from enhancing public spaces and promoting active transportation to improving energy efficiency and water management, urban furniture plays a critical role in shaping environmentally conscious cities. As cities continue to evolve, embracing innovative approaches to urban design and furniture becomes imperative for creating livable, resilient, and harmonious urban environments. And these are some of the works we refer to. Thank you for your attention. Merci de cette brève communication, là où l'impétrante a voulu bien nous présenter une chronologie du développement du concept à travers une lecture dans la revue bibliographique, et puis elle a essayé de présenter quelques exemples de mobilier urbain intelligent. J'ai bien cité 4 exemples à travers le monde. C'est-à-dire elle a survolé les grandes villes, quelques villes, pour nous montrer les différents aspects que traite un peu ce mobilier urbain, transport, le bien-être, la végétation. Elle a essayé de présenter une panoplie d'exemples à travers sa communication et une conclusion qui met en évidence le rôle de ce mobilier urbain pour réaliser le confort des usagers.
Et je vous remercie sur ça et bon courage. Maintenant, sans tarder, on va accorder 5 à 6 minutes pour le débat. S'il y a des gens qui sont là dans l'audience intéressés par un questionnement. Je fais appel aux 4 communicants de se présenter sur le podium en premier lieu. Et puis je m'adresse à l'audience s'il y a des gens qui sont là pour questionner, pour ajouter un plus dans le cadre des 4 problématiques présentées par les communicants. Merci. Donc, dans l'assistance, je vais m'orienter vers nos chers doctorants et doctorantes afin qu'ils puissent apporter leur contribution par rapport aux réflexions, aux essais de leurs compères. Donc voilà, par improvisation. Donc, je vais commencer par peut-être de droite à gauche. Voilà. Ah bon? Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, merci bien pour notre cher professeur, merci pour les administrateurs de ce séminaire et merci pour les communicants qui ont participé avec des communications très intéressantes. J'estime que sont tous intéressantes et bien explicatives. J'adresse seulement un petit questionnement, ou bien un petit questionnement pour le doctorant, la doctorante Walda Diaf. En ce qui concerne normalement la tour avancée, vous aussi. Oui. J'ai pas bien saisi ou bien j'ai pas bien arrivé à comprendre ou bien le fonctionnement de ce type d'équipement, bien de mobilier urbain dans des espaces publics. Est-ce qu'il travaille dans un espace public fermé, sa distribution ou bien le nombre de tours avant nécessaires pour rafraîchir ou bien améliorer la qualité de l'air dans un espace public, il n'est pas vraiment bien. J'ai pas bien compris ce petit détail. Vous avez encore dit que l'installation de ce type d'équipement réclame de hauteur, réclame la hauteur. Et vous avez dit encore que ces tours sont conçus ou bien réalisés sur des bases à béton, non, bases de béton de hauteur de 23 mètres. Hein? Parce que une tour avant, avec sa nature qui réclame la hauteur, je trouve qu'il y a une difficulté dans son fonctionnement, surtout dans des villes plates, ou bien des villes dont l'altitude est presque uniforme. Et merci bien. Alors, merci M. Ndour de cette question aussi pertinente et que sur le tas, la communicante elle va nous donner quelques explications sur l'interrogation, sur vos interrogations. Donc, à vous la parole, Madame Ladiev. Donc, pour la question, d'abord, parmi les stratégies de rafraîchissement de l'espace urbain, ce sont les tours avant. J'ai pris comme exemple la tour avant réalisée déjà dans la ville écologique de Masdar City à Abu Dhabi. Cette tour, elle est construite en acier, elle est de hauteur de 45 mètres. Elle participe à la refroidissement et au rafraîchissement de la place centrale de la ville. La place centrale où se regroupent les habitants pour se détendre et pour
pour se détendre en été surtout. Donc cette tour, le fonctionnement de cette tour et le rafraîchissement de la place centrale, de l'espace public qui est situé au centre de la ville, qui est la place de regroupement des habitants en été, pour bénéficier d'un air frais et moins poussiéreux et moins humide. C'est tout. Mais la hauteur en béton, c'est la ville qui est construite sur une plateforme de béton pour bénéficier des vents frais. C'est tout. J'ajoute seulement, si le rafraîchissement de cet espace public est misérable. Ils sont arrivés à réduire la température à 5 degrés Celsius, c'est-à-dire lorsque la température qui entre dans la tour à 35 degrés, elle est relâchée à 28 degrés. Donc ils ont arrivé à réduire la température de 5 degrés Celsius. C'est ça. De rien. Merci, Monsieur Meddoul, pour votre intervention. J'aimerais bien, dans la même intervention de Dr. Oulandir, donc j'ai travaillé auparavant sur la ville de Masdar. Donc elle est conçue sur un socle de 7 mètres de hauteur pour permettre la circulation durable des voitures qui s'appellent Personal Rapid Transit, donc dans le sous-sol. Et pour la tour avant, c'est une tour avant automatisée, d'accord, qui s'élève de 45 mètres de hauteur. Donc automatisée, qu'est-ce que ça veut dire? Donc elle capte les vents chauds, parce qu'on est dans le désert. Donc automatisée, comment? C'est donc quand elle capte les vents chauds, donc ces vents entrent dans la tour et on va ajouter avec des agivants un peu d'eau, d'accord, des gouttes d'eau. On va ajouter des gouttes d'eau pour permettre l'effet de l'humidification, d'accord, de l'air, pour le rendre plus froid. Donc et quand l'air est froid, donc il va descendre, d'accord, parce qu'on a dans le physique, l'air chaud monte et l'air froid descend. Donc quand l'air froid descend, donc le professeur Akama a dit ça, c'est le tirage thermique. Donc, grâce au tirage thermique, donc on va avoir de l'air frais, donc une fraîcheur au niveau de la partie supérieure de la tour avant, donc dont elle va dissiper la place centrale, parce que donc, la ville de Masdar c'est une ville compacte, donc on a peu de place centrale, donc compacte pour avoir de l'ombre. Et dans cette place centrale, donc je pense que la température elle est réduite de 10 degrés Celsius, d'accord. Mais dans les zones d'ombrage, donc c'est votre réponse, donc elle est réduite de 5 degrés Celsius. Je vous remercie. Merci. Donc, à titre indicatif seulement, moi j'ai dit tout à l'heure que dans le Sahara algérien, il y a les frères Mniaoui, architectes égyptiens, qui sont intervenus en concevant quelques ouvrages, tout en essayant en s'inspirant de l'énergie et de la conception ancestrale. C'est-à-dire qu'ils ont conçu le quartier de l'Edjlel, avec des tours avant domestiques. Mais ce que je veux bien vous dire, il y a un autre phénomène. Il y a le tirage thermique, il y a le relâchement thermique. Tirage thermique et relâchement thermique, c'est un phénomène qui existe dans le Bas-Sahara algérien. C'est des gens qui vont visiter un peu les palmeraies de Ouadrir, parce que l'eau est artésienne. Elles sont à 70 degrés plus. Donc des eaux profondes qui viennent de l'Albien. Et si ces eaux arrivent directement sur les palmeraies, ils vont les brûler à 70 degrés, c'est-à-dire que la palmeraie va être brûlée. Donc qu'est-ce qu'on a fait comme technique ancestrale? Et maintenant c'est une technique qui est devenue beaucoup plus mécanisée. On appelle ça le refroidisseur. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages hydrotechniques qui sont installés à des hauteurs de 30 mètres, même plus. L'eau qui arrive de l'Albien chaud à 70 degrés, il passe par des étages, il dégage la chaleur, il revient. Donc quand il revient pour pour arroser la palmeraie, il revient à 27-28 degrés. Donc il ne va pas, il va pas atteindre la palmeraie, il ne va pas la brûler.
Donc c'est un phénomène, c'est le phénomène inverse des tours avant. C'est des tours, c'est même refroidisseurs. Donc le tirage thermique ou le relâchement thermique. C'est-à-dire parce qu'il y a une masse thermique. La masse thermique, c'est-à-dire que l'eau il contient une quantité de chaleur massive. Donc, soit comment élever le degré, ou là, c'est-à-dire soustraire le degré de température. C'est-à-dire les gens qui veulent voir plus sur ces refroidisseurs dans le bassin algérien, il faut l'inverse des tours avant. Voilà, c'est pour information seulement. Voilà, s'il y a une autre question. Oui. De toute façon, je remercie les intervenantes sur ce sujet très important. C'est un sujet très intéressant, mais moi, j'ai une seule question importante à poser à les intervenantes. C'est dans leur proposition, comment vous comptez intégrer tout ce mobilier intelligent de l'actualité dans le monde, dans les spécificités locales, et à quel coût? Ce sont des questions importantes, puisque ceux qui font de l'architecture doivent imaginer et innover en matière d'implantation ou de dotation de ce type de mobilier urbain intelligent dans une actualité de vie algérienne qui a peut-être d'autres priorités et d'autres occupations. La question est adressée à toutes les intervenants. Voilà. Merci. S'il y a un des volontaires pour dire 2 mots seulement comme réponse, qui prend la parole. 2 mots. Voilà, 2 mots. Merci, monsieur, pour la question. Bon, vous avez dit qu'il y a d'autres éléments qui sont plus importants que le mobilier urbain. L'importance qu'on donne au mobilier urbain ne lui montre pas comme si un élément à se concentrer sur et oublier les autres problèmes. Nous, comme des architectes, nous, comme des planificateurs, nous, comme des programmateurs, on doit concentrer sur tous les problèmes et trouver des solutions pour tous les problèmes. Et un de ces problèmes, c'est les espaces urbains dont l'usager ne les trouve pas. Les espaces d'aujourd'hui ne sont pas assez, comment dirais-je, assez approprié pour présenter plus de confort. Donc, sans tarder, là, je suis obligé de respecter le timing. C'est-à-dire que je fais appel à tous les présents d'aller jeter un coup d'œil. On va aller ensemble sur les posters des doctorants, pour 5 à 6 minutes, pas plus, et revenir sur la pause café qui nous attend. Et donc, on remercie tout le monde pour cette séance plénière. Et le deuxième niveau, c'est-à-dire de séminaire, on va passer après à un séminaire virtuel, c'est-à-dire online. Donc, on peut directement après la pause café. Pardon, si vous permettez, professeur. Il y a notre consoeur, docteur Hafsi, qui vous souhaite intervenir. Donc, lors de cette... Oui, online. On lui donne l'occasion. Ok. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez activer votre
Oui, alors, on va vous prendre dans un instant. Bonjour madame, s'il vous plaît. Oui, la parole est à vous. Allez-y. Est-ce que je peux commencer? Oui, allez-y. Good morning, everyone. I am Hafsita Mazzoura, Senior Lecturer in the Department of Architecture at Gelma University. It is an honor to be with you today to present on the topic of smart urban furniture for users' comfort. The title of my presentation is Urban Furniture for Women's Comfort and Safety in Public Spaces. I'll be covering the following main points: the importance of urban furniture from women's perspective and how it affects women's comfort and safety in public spaces. Also, I'll be covering women's aspirations and specific needs concerning urban furnitures. This presentation is structured as follows: introduction, methods and materials, results, discussion, conclusion, and recommendation. I'll present firstly the general background of the topic. Access to public spaces is crucial for improving public health in cities, fostering social cohesion, improving air quality, enhancing the livability of neighborhoods, and reducing overall stress and anxiety. The design and furnishings of public spaces have a significant role, impact on their functionality and aesthetics. While there is important work on the significance of urban furniture design, little is known about how urban furniture assets impact women's experiences in public spaces. This study attempts to answer the main question: how important is urban furniture for women's comfort and safety in public spaces? And what are the main challenges that hinder a comfortable and safe use of public spaces from women's perception? The aim of the study is to explore the relationship between urban furniture and women's comfort and safety in public spaces. This study contributes to the understanding of how urban furniture can be designed to meet the needs of women and improve their comfort and safety in urban environments. The practical implications. The findings of this study can inform the design and planning of public spaces to ensure they cater to the diverse needs of women. The following literature review highlights the importance of considering women's needs in the design and maintenance of urban furniture in order to contribute to safe and comfortable environments for women. The gendered experiences. Women's experiences in public spaces differ from those of men when women use these spaces more frequently and for various purposes, making it essential to address their specific needs. The urban furniture's role. The urban furniture refers to the various elements and installations
within public spaces that provide seating, shade, lighting, and other amenities to enhance the overall experience of users. Principles for designing urban furniture. Several principles for designing urban furniture for women's comfort and safety are mentioned in the study, including visibility, accessibility, security, privacy, and signage. Safety and comfort enhancement. Urban furniture can enhance safety and comfort by addressing factors like lighting, accessibility, well-maintained public facilities, and security measures, including cameras. We will be presenting the methods and materials of the study. This study utilized the mixed method research design. It combines quantitative and qualitative methods. The sample size the study included a purposive sample of 64 women. Data was collected via an online survey. Survey incorporated both closed-ended and open-ended questions. The quantitative analysis was conducted using SPSS 26 and Likert 5-point scale used to judge agreement. The qualitative analysis it included a thematic analysis to gain deeper insights. Open-ended questions allowed respondents to explore thoughts and experiences. The study used also a comprehensive understanding approach aimed to provide a comprehensive understanding of women's preferences and needs regarding urban furniture in public spaces. These are the results of the study. This table presents socio-demographic characteristics of respondents, mainly women. The importance of urban furniture from women's perspective, the quantitative approach. More than the functional aspects of urban spaces, urban furniture has profound impact on their daily lives, experiences, and well-being of women in urban environments. The following figures demonstrate the importance level of urban furniture from women's perception and comfort and perception of comfort and safety. So we're asking about when you visit public spaces, do you feel that the presence of urban furniture enhance your level of comfort? The mean scores was 4.09, which indicates a high level of importance of urban furnitures. And we're asking how important is it for public open spaces to include facilities that cater to the specific needs of women, such as diaper changing stations, nursing areas, or menstrual product dispensers. The mean scores of respondents is 4.75, which indicates a very high level of importance. These figures present so the importance of urban furniture from women's perception. For the qualitative approach, we try to understand what are the types of urban furnitures to provide in public spaces. When asked about the most comfortable urban furniture in public spaces, respondents reported the following elements: benches, picnic tables, chairs and backrests, chairs with backrests, shaded sitting areas, public restroom, trash receptacle, bike racks, and prayer areas. As stated, some respondents' urban furniture enhance a sense of civility and ensure a good experience of the public space. When asked about specific aspects of urban furniture that create discomfort or safety concerns in public open spaces, respondents highlighted multiple issues such as hygiene, restroom conditions, damaged furniture, distance between elements, design, lighting, male dominance, and availability of shading elements. The specific aspects of urban furniture that may
women feel unsafe in public open spaces, when asked about the role of furniture's design in the perception of safety, 87.5% of respondents said that the design plays a prominent role in improving the sense of safety in public spaces. The thematic analysis of responses highlighted the following arguments. Safety norms, particularly regarding potential hazards like sharp edges and compliance with safety standards in internet features, are pivotal considerations in public space design. Poorly designed furniture with sharp edges can create physical risks, potentially leading to accidents and injuries. Respondents strongly advocated for the use of high-quality materials over metal in the construction of urban furniture. Metal furniture was perceived as vulnerable to corrosion and rust over time. Also, respondents mentioned visibility within public spaces. It's influenced by the placement and design of urban furniture. Well-placed items like benches, sitting areas, and street furniture can enhance sightliness, allowing individuals to both observe and be observed. Additional urban furniture or amenities to provide in public open spaces to enhance comfort and overall experience. To ensure that public spaces remain welcoming and accessible for women, it is essential to continually assess and innovate urban furniture and amenities. This part of the investigation presents women's aspiration and specific needs concerning urban furniture in public open spaces. In fact, respondents proposed a range of innovative additions, including automatic shops or vending kiosks can provide convenient access to snack, drinks, and essential items, of offering quick and easy access to necessities for women. They also mentioned the smart urban furniture, integrating technologies into urban furniture offers new possibilities. Smart benches with changing ports, Wi-Fi hotspots, or interactive information displays can elevate women's comfort. Conclude, please. Oui, monsieur? Conclude. Faut conclure. Est-ce que je continue? Pour conclure, d'accord. It is also preferable to provide water dispensers, especially in hot climate season, and provide also entertainment and play for women, and also provide private zones for women that cater to their needs. Provide surveying camera, modern design, and a participatory approach. Now, this study explored the importance of urban furniture in public spaces according to women's perspective. The main findings are found to be consistent with the literature. Donc, enhancing women's comfort in public spaces is crucial for fostering inclusivity and vibrancy in urban environments. This study underscores the significance of thoughtful urban furniture design and arrangement, addressing issues like hygiene, lighting, and male dominance to improve women's experience in these spaces. And thank you. Thanks, thanks, doctor. Donc, une communication aussi intéressante avec laquelle a essayé l'impétrante d'analyser un peu le degré de satisfaction des femmes du milieu urbain et le degré et le mobilier, et en fonction de plusieurs critères, elle a mené une analyse qualitative avec laquelle elle est arrivée à des résultats probants. Donc, mes encouragements et on lui souhaite bonne réussite. Donc, pour qu'on soit toujours dans le respect du temps imparti, nous allons plus tarder passer à la séance des posters. Donc, j'invite les communicantes à nous rejoindre dans le hall d'accès afin d'animer la séance des posters. Merci.